Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans votre journal dont voici les titres. Qu'en est-il des procédures d'expulsion des personnes qui occupent illégalement les terrains des Mahorais? Collectif des citoyens, élus et propriétaires montent au créneau et demandent l'exécution de ces procédures. Nous les avons rencontrés. Reportage à suivre dans un instant. Les mesures appliquées dans le cadre du projet de développement de Mayotte au centre des discussions ce matin en préfecture. L'intersyndicale et les collectifs ont échangé avec le délégué du gouvernement. Pour en parler, Elanziz Amidou de l'intersyndicale sera avec nous dans ce journal. Rendez-vous tout à l'heure. Il n'a pas demandé à l'être et il rencontre un brillant succès. Samuel M, jeune chanteur aveugle et en tête d'affiche du hit parade local. Un parcours artistique très original. Nous l'avons rencontré en famille. Son portrait à découvrir en fin de journal. La lutte contre l'immigration clandestine sous toutes ses formes, et notamment avec des décisions de justice d'expulsion de personnes qui occupent illégalement certains terrains. Alors, qu'en est-il des procédures? C'est ce que veulent savoir les victimes de ces squattages illégaux. Laïni Saïd Hachim, Daniel Abdou. Ici, des centaines de familles habitent illégalement ces logements de fortune. Les propriétaires ont engagé des procédures judiciaires depuis plusieurs années et obtenu gain de cause, mais restent impuissants face à la non-exécution de la décision de justice. La famille Batolo, bien connue dans ce combat, nous reçoit loin de sa parcelle. Elle subirait des menaces régulières de la part des occupants qui refusent de quitter les lieux. Ça fait déjà plus d'une année qu'on a la décision du tribunal. On a déposé chez l'huissier, l'huissier a fait les démarches et les dossiers sont à la préfecture. Donc nous, on attend. On est là en train d'attendre. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réagir, quand est-ce qu'ils vont nous rendre, parce que là, on va parler de cette façon-là, nous rendre. On ne peut pas entrer dans notre terrain. Nous ont dit qu'ils allaient nous tuer si on s'approchait du terrain. On avait demandé au procureur de nous aider depuis 2004 qu'on a commencé ces démarches jusqu'aujourd'hui et voir que la CIMAD du jour au lendemain peut porter plainte et ils réagissent. Pour le collectif des citoyens de Mayotte, si l'État sait être rapide pour punir les Mahorais responsables d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière, il faudrait qu'il le soit aussi pour les Mahorais qui demandent justice. Nous demandons, dans un premier temps et de façon urgente, à ce que toutes les maisons de fortune construites aux abords des sources d'eau soient dégagés le plus rapidement possible, que ces propriétaires récupèrent leur terrain. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre l'État, ce que l'État doit faire et ce que l'État doit faire subir, d'accord? Mais aussi, il faut aussi que la population qui occupe de façon illégale soit punie au même titre que les Mahorais. Des élus aussi comptent engager des procédures contre les institutions. Certaines communes qui ont des terrains de l'État et du département situés dans leur localité et squattés illégalement par des personnes en situation irrégulière veulent aujourd'hui lever les tabous. Il n'est plus question de faire le travail de l'État. Parce que quand il y a des immigrés qui rentrent dans un pays, c'est l'État qui s'en charge. Mais ce n'est pas les familles, la population qui doit s'en charger. Nous allons effectivement écrire très vite, la semaine prochaine, les différentes administrations qui ont des terrains dans la commune de Tsingoni où les gens sont hébergés de façon illégale et qu'ils prennent leurs responsabilités. Et puis la copie sera envoyée au procureur de la République. Après les sanctions contre l'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière, le procureur de la République compte bien poursuivre la procédure de lutte contre les réseaux parallèles, notamment l'emploi de personnes sans papier. Et dans cette lutte contre l'immigration irrégulière, les opérations de contrôle continuent. Vous l'avez remarqué avec les arrestations ces derniers jours de certains propriétaires identifiés comme profitant financièrement de la clandestinité à travers notamment des hébergements indignes. À ce sujet, le procureur de la République rassure, il s'agit uniquement d'une volonté de répondre à la demande sécuritaire des Mahorais. Au-delà des contrôles des flux migratoires, il faut, dit-il,
faut-il s'attaquer aux différents réseaux d'économie parallèle considérés comme de véritables crimes organisés? On écoute Camille Miancioni au micro de la même équipe composée de Laïni Saïd Hachim et Daniel Abdou. Ne débute pas la veille pour le lendemain. Donc ce sont des procédures qui sont longues, et le hasard du calendrier, les événements font que ça coïncide et ça arrive aujourd'hui. Donc ce sont des procédures qui sont longues. J'ai initié donc ces procédures pour s'attaquer au fond des choses, c'est-à-dire assécher l'intérêt économique et financier qui s'attache à ces phénomènes d'immigration. C'est le sens de ces démarches-là et on va poursuivre. Il faut que chacun en ait conscience. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux Mahorais pour leur prendre leurs biens. Ce n'est pas ma préoccupation. Je ne me lève pas le matin en me disant il faut que je prenne les terrains des gens. Il faut s'attaquer à ces circuits qui font que les immigrés continuent à venir parce qu'il y a des personnes qui les logent et parce que les personnes qui les logent tirent un profit évident à cela. Et l'une des manières de s'attaquer à ce phénomène, c'est évidemment de taper sur les fruits ou les objets qui contribuent à la réalisation de ces infractions qui sont des infractions d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France. Il faut que des propriétaires qui ont obtenu des décisions de justice, ça veut dire que la justice leur a donné raison. Donc la justice a fait son travail, la justice civile, parce qu'il s'agit d'une affaire civile. Donc les personnes ont fait valoir des droits, la justice leur a donné raison, ils ont des jugements, ils doivent les faire exécuter, il faut des huissiers, il faut mandater des huissiers, et au bout du bout, lorsqu'ils n'ont pas obtenu gain de cause, solliciter le concours de la force publique qui leur sera accordé si leur dossier est complet. Il faut que le dossier soit complet, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y en a très peu ou quelques-uns seulement, d'après ce que j'ai vu, mais ce n'est pas moi qui les traite, c'est plus la justice. C'est une décision administrative, c'est le préfet. Immigration toujours avec cette mission pour redéfinir la coopération sanitaire entre le département et les Comores. L'inspectrice générale des affaires sociales Dominique Voynet est actuellement à Mayotte pour en discuter. Parmi les thèmes abordés, le statut extraterritorial du centre hospitalier dans un contexte très particulier de forte pression migratoire. Le reportage est d'Alda Alidi, Henri Fina Mohamed et Nordine Ben Smaïl. Attention, excusez-moi. Okay. Ça, c'est le boulot. C'est un bébé qui vient de naître, là, il y a à peine quelques minutes, en fait. Bon, voilà, je vais le peser, mesurer. Voilà. Plus d'une trentaine de naissances par jour. En l'espace d'un an, la moyenne de 25 naissances quotidiennes a été pulvérisée à la maternité du centre hospitalier de Mayotte. Les mères comoriennes sont toujours plus nombreuses à fuir leur pays pour un accouchement aux standards européens. On peut faire une césarienne en moins de 20 minutes s'il y a une souffrance fœtale. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, là que vous voyez. Donc nous avons 7 salles d'accouchement, salle de césarienne, et à 5 minutes, moins de 5 minutes, la patiente peut entrer dans cette salle avec tous les médecins qu'il y a. Pour désengorger la maternité, 2 pistes sont à l'étude. La construction d'un pôle mère-enfant de ce type à Moroni. La deuxième mesure serait de placer l'hôpital de Mayotte en zone internationale pour que chaque bébé qui y naît prenne la nationalité de ses parents. Une mesure qui suscite des réserves au sein de l'équipe soignante. Moi, si c'est juste pour que les femmes n'aient pas la nationalité, et si les femmes accouchent, et si maintenant elles ne déclarent pas leur enfant et qu'elles prennent la clandestinité. Je me souviens très bien quand on avait commencé, elle avait la sécurité sociale ici. La femme devait payer 300 € pour déclarer son enfant. Et l'accoucher, elle partait avec leur enfant, ni déclaré, ni rien du tout. Et après, on se retrouve un an après avec plus, je ne sais pas combien d'enfants sans identité. La mission pilotée par Dominique Voynet doit justement statuer sur ces questions et pour l'instant, la priorité reste la mise en place d'une coopération sanitaire efficace.
L'idée, c'est de revenir sur une coopération qui réponde aux besoins sanitaires de base pour que moins de personnes franchissent la mer pour venir à Mayotte pour des raisons de santé. Je crois que les Mahorais, ils ont bien compris que l'argent qu'on dépensera pour répondre aux besoins sanitaires des Comoriens n'est pas de l'argent perdu, mais que ça permettra d'éviter la saturation et la pression sur le système de santé à Mayotte. Moi, j'ai fait aussi une mission sur la santé à Mayotte l'an dernier et je peux vous dire que ça ne m'empêchera pas d'ailleurs de réclamer des moyens supplémentaires pour la santé à Mayotte parce que le système de santé à Mayotte, et notamment l'hôpital, est notoirement sous-financé et sous-dimensionné. Assurer les dialyses à Anjouan, traiter les maladies chroniques comme la drépanocytose aux Comores, des mesures réalistes et bien plus simples à mettre en œuvre que la suppression de la sacro-sainte loi sur le droit du sol. On reste dans le climat social ambiant avec l'intersyndicale reçu en fin de matinée à la préfecture. Au cœur des discussions, l'état d'avancement des mesures de développement appliquées dans le département. Un dernier point avec le délégué du gouvernement avant le départ des élus à Paris la semaine prochaine. En attendant, la synthèse des travaux a fait l'objet d'un désaccord lors de ces discussions. Le point avec Hachim Saïd Hachim et Géraldine Lui. Depuis l'arrivée de la mission interministérielle, les rencontres se sont multipliées. Elles vont permettre d'effectuer un état des lieux pour recenser les besoins les plus urgents, voire les mieux adaptés au département. Mais l'intersyndicale reste toujours dans les attentes et à quelques jours de la rencontre des élus avec le Premier ministre Édouard Philippe, l'intersyndicale exige une synthèse des travaux effectués au niveau local. Étant donné que nous n'avons pas pu mener un travail en commun entre élus, les acteurs économiques, l'intersyndicale et collectif, nous demandons à ce qu'il y ait une restitution des travaux qui ont été menés avant qu'il y ait un départ à Paris. Sans ça, nous restons toujours dans l'attente et nous sommes très vigilants et nous allons rester très attentifs à ce qui sera dit à Paris parce qu'il n'est pas question d'aller tromper les Mahorais quand une fois qu'on est à Paris à travers des arrangements, des situations partielles dans des communes ou dans des quartiers. C'est Mayotte qui est à construire. Sur la question de la restitution des travaux, les sons de cloche diffèrent. La synthèse, elle n'est pas maintenant, parce que la synthèse va se faire après la fin des travaux et de l'examen des différents dossiers. Et j'ai prévu, à mon retour, parce que je vais aller aussi à Paris pour ces contacts avec les différents ministères, j'ai prévu à mon retour, je l'ai indiqué à l'intersyndicale et au collectif, qu'on ferait une réunion globale sur la présentation, et on aura des éléments nouveaux, nous ferons une présentation globale à ce moment-là. Parce qu'il faut que ça soit partagé. Si on veut que le résultat soit bon, il faut que les conclusions soient partagées par tout le monde. Autrement, nous serons passés à côté de l'objectif. Pour ne plus travailler en ordre dispersé, l'intersyndicale reçoit les élus ce samedi pour attirer leur attention sur 2 points, l'intérêt général et l'unité des Mahorais. Et pour en parler ce soir, Elanziz Amidou du collectif et de l'intersyndicale est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors on a entendu dans le reportage un désaccord sur la synthèse des travaux. C'est indispensable pour vous ? Écoutez, le principal désaccord, c'est que nous ne sommes pas... En fait, on ne comprend pas. On s'est mis d'accord dès le départ qu'il y a une méthodologie. On accepte de s'asseoir autour d'une table avec le délégué du gouvernement et pendant ce même moment, le délégué du gouvernement va s'appliquer à mettre en œuvre une politique de lutte contre l'immigration clandestine de façon urgente. Et là, nous constatons que le délégué du gouvernement est dans l'incapacité, je dirais même dans l'impuissance de déployer une politique de lutte contre l'immigration clandestine pour les raisons que vous connaissez très bien, c'est que les Comores n'en veulent pas de leurs ressortissants. C'est-à-dire les reconduites à la frontière, on ne peut pas les faire parce que les Comores n'acceptent pas cette politique-là. Donc aujourd'hui, on se demande, il y a 2 sons de cloche. Il y a d'un côté le ministère des Affaires étrangères au niveau du gouvernement, de l'autre côté le ministère des Outre-mer, qui est présent à travers le délégué du gouvernement, qui
à qui nous faisons beaucoup confiance, mais nous avons appris de par-ci par-là comme quoi le ministère des Affaires étrangères n'est pas du même avis que le ministère des Outre-mer s'agissant de la politique à mener entre la France et les Comores, c'est-à-dire la situation de Mayotte. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous demandons est-ce que le gouvernement dans sa globalité est d'accord pour une politique unifiée, c'est-à-dire avoir un front commun pour dire aux Comores, voilà la politique à mener à Mayotte, c'est celle-là, mais pas celle-là. Et aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, l'incapacité du délégué du gouvernement à mettre en place une politique de lutte contre l'immigration clandestine, en voyant cela, on se dit que le gouvernement est divisé sur la question de Mayotte. Et là, nous ne pouvons pas faire confiance à cet accord-là, c'est-à-dire à ces conclusions-là, à partir du moment où on se dit qu'on ne peut pas nous annoncer un plan de développement pour l'avenir de Mayotte en oubliant qu'on ne peut pas faire ce plan-là si on ne fait pas une politique de lutte contre l'immigration clandestine. Alors, et ça, aujourd'hui, on est un peu perplexe. On est bloqué. Il y a une situation de blocage en raison de la crise diplomatique entre la France et les Comores. Ce dossier-là est toujours en cours de discussion et même de négociation. Pendant ce temps-là, les élus doivent aller rencontrer donc, le gouvernement la semaine prochaine. Vous avez prévu de les rencontrer demain samedi. On a entendu dans le reportage que vous souhaitez, d'une certaine manière, les briefer. Vous n'avez pas confiance Non, nous partons du constat que nous tous, que ce soit les élus, les syndicats, les associations, nous faisons tous une front unique. Nous sommes dans l'unité pour revendiquer à ce que Mayotte soit prise en charge par l'État. Donc, dans cette unité-là, c'est tout à fait normal qu'on se voie avant le départ des élus, qu'on puisse faire le point et dire, voilà, est-ce que cette unité-là est toujours d'actualité ou pas? Et moi, je pense que cette unité-là est toujours d'actualité, mais là où le bas blesse, c'est que de l'autre côté, côté gouvernemental, nous n'avons pas les garanties nécessaires pour dire qu'aujourd'hui, le conflit entre nous, l'intersyndicale, le collectif des citoyens de Mayotte, et le gouvernement, ce conflit-là peut s'orienter vers une sortie de conflit. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, nous continuons à dire que la grève continue toujours et que le mouvement que nous avons initié n'est pas encore, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, d'autres actions sont à prévoir. On a vu hier, vous avez mis en place une opération escargot. D'autres actions sont en cours. Jusqu'à quand cette grève pourrait-elle continuer? Et sous quelles conditions pourrait-elle se terminer? Nous avons accepté l'appel au dialogue du gouvernement. Mais cet appel au dialogue était quand même conditionné à l'urgence, c'est-à-dire appliquer tout de suite et de façon urgente une politique de lutte contre l'immigration clandestine. Donc tant que le délégué du gouvernement ne pourra pas appliquer justement cette condition-là, nous ne serons pas en mesure de dire qu'il y a un dialogue. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue parce que d'un côté, nous acceptons, de l'autre côté, ils ne sont pas en mesure d'appliquer ce qu'ils disent. Donc nous, on a entendu au niveau national que le président de la République dit que son gouvernement fait ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le gouvernement promet beaucoup de choses, mais il est dans l'incapacité, voire dans l'impuissance d'appliquer notamment la politique de lutte contre l'immigration clandestine. Tant qu'on ne se mettra pas d'accord sur ça, on ne sera pas d'accord sur le plan de développement et sur le plan d'avenir de Mayotte. Merci Elanziz Hamidou d'avoir accepté de répondre à nos questions. Économie à présent, avec ce chantier de construction de logements sociaux à l'arrêt à Mgombani depuis quasiment 1 an et demi. L'entreprise en charge des travaux n'est plus payée depuis cette période par l'opérateur du projet et ce dernier renvoie la balle aux collectivités locales. Elle serait à l'origine dans ce financière. Les précisions dans ce reportage. Un chantier à l'arrêt depuis maintenant 16 mois. Chargé de réaliser ici les travaux de construction de 9 logements sociaux, Madi Abdillah se retrouve aujourd'hui sans activité sur ce site qui se dégrade de jour en jour. La faute à des paiements non perçus qui l'ont déjà conduit à se séparer de 7 salariés. Quand on se rapproche du maître d'ouvrage, lui, il nous dit
que s'il n'arrive pas à nous payer, c'est parce que l'État et la collectivité de Mamoudzou ne lui a pas avancé l'argent qu'il faut pour pouvoir nous payer. Mais le seul souci, c'est que quand on se rapproche de la mairie de Mamoudzou et de l'État représenté par la préfecture, eux, ils nous disent qu'ils ont avancé la trésorerie qu'il faut à Hachmi pour pouvoir, à cette société immobilière pour pouvoir nous payer, mais c'est l'entreprise qui est défaillante, qui n'a pas fait son boulot. Donc on se trouve dans une situation complexe parce qu'on ne sait même plus qui quoi. Et pour s'en sortir, l'entreprise Lumière de Mayotte attend du maître d'ouvrage, la société HMI, des paiements qui datent de janvier 2017. Mais pour le patron de cette société, il est aujourd'hui impossible de régler la somme en raison de difficultés administratives au niveau de la convention signée avec l'État. Cette convention est inadaptée et inapplicable sur le terrain, du fait de la manière dont les crédits sont débloqués au fur de l'avancement des travaux. Donc ce qui fait qu'à un moment, on était en rupture complètement de trésorerie parce que la convention elle-même est inadaptée par rapport à Mayotte. Contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, c'est que nous avançons nous-mêmes les fonds au départ des études jusqu'à la construction et l'État intervient qu'en milieu du parcours en matière financière. Vient ensuite le banquier qui n'intervient financièrement qu'à la remise des clés du logement, une situation qui place l'opérateur HMI seul dans une position de financeur tout le long du chantier. De son côté, l'entreprise Lumière de Mayotte se retrouve criblée de dettes et dans une impasse. 86 775 € en attente de paiement et qu'aujourd'hui je ne vis plus. Et aujourd'hui ça nous pénalise parce qu'on se demande comment on va pouvoir réaliser les autres marchés qu'on aura. On a des dettes à la caisse, on nous oblige de payer la part salariale alors que derrière nous avons des factures qui ne sont pas payées. Donc c'est une situation très complexe et nous demandons à ce que l'État et les collectivités trouvent des solutions par rapport à des marchés déjà cédés, effectuer des paiements rapides parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. Pour s'en sortir, il appartient à l'ensemble des acteurs financiers de ce projet de logements sociaux de se mettre autour d'une table et de trouver une sortie de crise. Et comme vous venez de le voir, la trésorerie reste la pièce motrice d'une entreprise et en cas de défaillance, c'est toute une activité qui s'écroule autour. Et afin de sensibiliser les chefs d'entreprise et notamment des petites entreprises à ce sujet, la Maison de l'entreprise a organisé ce jeudi une rencontre d'information collective. Reportage René Lataste, Nordine Bensmaïl. Vous avez un tableau avec les encaissements, un tableau avec les décaissements, et puis vous avez le solde de trésorerie. Plus de 40 chefs d'entreprise pour ce cours d'économie des entreprises. Une remise à niveau ou une mise à niveau après 45 jours de paralysie de l'économie. Mais surtout, ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cette période difficile. La trésorerie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. En ce moment, on en est tous conscients pour toutes les entreprises. L'idée, c'est d'aller, si vous voulez, de sauver cette trésorerie pour la mettre là où c'est le plus important. Par exemple, pour un boulanger ou une pâtisserie, ça va être pour acheter de la farine. Parce qu'on sait que sans ça, vous ne pourrez pas avoir d'activité. Et l'idée, c'est de faire le tri et tout le reste, en fait, de pouvoir le décaler pour vous permettre de réattaquer. Voilà. Aujourd'hui, thématique trésorerie, c'est important pour toute une entreprise. Quand vous n'avez pas de trésorerie, vous ne fonctionnez pas. Or, on sait que dans cette période difficile, la trésorerie, elle est devenue le gros problème, le nerf de la guerre, comme on dit. Et donc, ils étaient obligés de réunir les chefs d'entreprise pour leur montrer déjà comment gérer cette période en termes de trésorerie. Un cours souvent interrompu par l'assistance qui est venue chercher des solutions concrètes et précises. D'après tout ce qu'on entend, on entend beaucoup la banque, les prêts d'honneur, mais en sachant aujourd'hui, c'est comme si nous poignardions encore plus, parce que quand on nous parle de la banque et des prêts d'honneur, vous ne pouvez pas venir parler d'une banque ou de prêts d'honneur à une entreprise déjà qui est en train qui est en échec. Je ne vais pas encore me mettre plus dans la merde, excusez-moi du terme. En fait, autant nous dire fermer. À Mayotte, on n'a pas besoin de voir les petites entreprises évoluer. Et la solution de base, c'était déjà avoir de l'argent. Avoir un fonds de roulement et
Malheureusement, tout ce qui a été mis en place, c'est que des stratégies pour nous avancer, mais il n'y a rien de concret en fait. Je suis venue chercher, comme tout le monde, des informations concernant les aides qu'on pourrait avoir pour aider les entreprises en ce moment qui sont en difficulté. Donc voilà, j'ai eu toutes les réponses auxquelles j'attendais. Une partie de l'assistance s'est ensuite retrouvée devant un ordinateur et le tableau de trésorerie. Au-delà des mesures prévues par l'État et plusieurs organismes financiers, l'objectif est que le chef d'entreprise ait une vision claire de sa situation pour tourner la page de cette période. Culture avec cette rencontre en petite terre de Samuel M, un jeune chanteur aveugle de naissance et qui connaît de plus en plus de succès. Depuis 2 semaines, il occupe la tête du classement de l'émission musicale de la première Top Mayotte. Une passion pour la musique depuis sa tendre enfance que nous fait découvrir René Lataste et Youssouf Ahmed Matoir. Je vis ma vie sans aucun regret. La musique c'est mon petit secret. Ça c'est moi, oui c'est moi. Je vis ma vie sans aucun regret. La musique c'est mon petit secret. Ça c'est moi, oui c'est moi. C'est une passion. Est-ce que ça va devenir une profession? Ça va le devenir. Ça va le devenir et j'espère que je pourrai aller loin. Et c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on peut pas montrer des atouts qu'on ne peut pas exploiter. Parce qu'en tant qu'aveugle, je ne parle pas en tant qu'aveugle, mais en tant qu'être humain, je peux avoir des atouts et montrer à ceux qui ne croyaient pas en moi que je peux construire un futur mieux que ce que j'avais auparavant. L'idée de faire chanter Samuel nous est venue l'année dernière. Donc après l'invitation de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, est venue renforcer cette envie de voir Samuel sur scène. Ça a marché. Et ça a marché. Sam, les premières fois où Sam est monté sur scène, que ce soit à Sada, Aquam, l'Abattoir, et voilà, le public a adhéré à ses chansons. Les gamins reprenaient en chœur les refrains. Ce sont des chansons faciles à chanter et c'est parti. Samuel a 22 ans. Il est né aveugle. Il est auteur, interprète et sur certaines chansons, compositeur. Une pièce de la maison familiale est devenue un studio. Il y répète, peaufine ses créations. Une passion qui remonte à l'enfance. Depuis l'âge de 1 an et demi, 2 ans, il commençait déjà, comme il ne voit pas, mais il parlait beaucoup. Et il se mettait à chanter, danser, malgré il ne voyait pas. Et ça s'est poursuivi? Ça s'est poursuivi jusqu'à là, où il chante dans sa chambre, dans la salle de bain, un peu partout. On va travailler la voix, Samuel. Pas de problème. Donc, sur quelle chanson tu veux commencer? J'ai pas demandé à l'être. Son inspiration aujourd'hui, Samuel l'enrichit de son écoute des radios, des télés, d'Internet. Il est intarissable sur l'actualité des émissions d'animation vedette, mais sur l'actualité tout court aussi. Je le suis et ça me touche. Car l'actualité, ça cultive et ça permet aussi de savoir ce qui se passe et d'être à la page des événements qui vont suivre par la suite. La radio, la télé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me permet de me cultiver, qui me permet de m'instruire, me permet aussi d'écouter des chanteurs, par exemple, qui pourra m'inspirer. Son CD « Je n'ai pas demandé à l'être » est en tête depuis 2 semaines du Top Mayotte. Et d'autres titres sont en préparation. Est-ce que tu te rappelles quand nos regards se sont croisés? J'ai senti mon cœur battre et tout mon corps s'embraser. Je voulais simplement te dire à quel point tu me plais, parce que souvent je n'ose pas te le dire. Je voulais simplement te dire que tu me plais. Bonne continuation, Samuel. Et pour terminer en beauté ce journal, un mot de football avec la brillante qualification de l'Olympique de Marseille en demi-finale de la Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Les Marseillais ont écrasé les Allemands de Leipzig sur le score de 5-2 hier soir au stade Vélodrome lors du match retour des quarts de finale. Des buts signés Mitroglou, Bounassar, Thauvin,
Payet et Sakai, le tout dans une ambiance électrique. L'OM, seul club français toujours en lice en Coupe d'Europe, affrontera en demi-finale les Autrichiens de Salzbourg. Match aller prévu le 26 avril à Marseille, retour le 3 mai prochain. Allez l'OM, voilà tout pour l'actualité de ce 13 avril. Je vous rappelle qu'après les arrestations ces derniers jours de certains propriétaires identifiés comme profitant financièrement de l'immigration clandestine à travers des hébergements indignes, des voix s'élèvent, notamment les collectifs des citoyens élus et propriétaires qui ont engagé des procédures d'expulsion des personnes occupant illégalement leur terrain. Ils attendent un signal fort aussi du côté des Mahorais, victimes de ces squattages illégaux. Merci pour toute l'attention accordée à ce journal. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour l'édition en mahorais. À suivre à 20h Shérif, puis à 21h45, la rediffusion de votre magazine sportif Mayotte Sporting Club, suivi à 22h pour les passionnés de musique locale du concert de Mickey Dash lors de Milatica 2016. On se retrouve demain à 19h pour le journal du week-end. Excellente soirée à tous sur la première.